tenjita ndi owalabwa musima mongo mudangwane wayi wasela milimo totangala ulalondo tenge munjamnyamba mene fonpende abumba ninkweda nyendi bibuwana kusino anongidungu tenjita ndi owalabwa musima mongo mudangwane wayi. À la face du soleil et des aïeux, nous crions alors notre indépendance. Jeunes, insoucieux, ignorant le monde qui nous entourait. Nous ignorions les régions qui limitaient notre petit coin d'Afrique. Nous ignorions qu'il pouvait exister d'autres régions où des petits noirs, des petits jaunes, des petits blancs joués se débattaient dans d'autres fleuves. Et nous avions notre Niger, notre soleil, notre forêt. C'était le bon temps, le temps du royaume des enfants de toute la terre. Il y a de cela, qu'importe le temps. Et la possession commence, lentement par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève, c'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu, pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un haouka. Tu as regardé combien de films documentaires Barama cette semaine? Même pas Cameroun, même ailleurs, tu as regardé combien? On a les congés, ça date des lustres. Première des choses, les chaînes de télévision africaines achètent des produits qu'ils peuvent facilement diffuser pour avoir un auditoire parce qu'ils sont aussi à la quête d'un auditoire. Vous comprenez que je préfère regarder Canal Horizon que de regarder CATV à un moment donné quand je veux me distraire. Parce que même les jeux de distraction dans nos chaînes de télévision ne distraient pas. Ça énerve plutôt, ça titille plutôt. Il faut aussi voir que la plupart de nos films de qualité sont souvent des coproductions. Et la coproduction veut que, lorsque le film est terminé, qu'il y ait une certaine... pour mon cas, par exemple, que le film soit diffusé dans les zones concernées par la production, je pense que c'est ça. Et après, souvent il n'y a même pas de suivi. Souvent le film se limite aux télévisions partenaires, à la diffusion au niveau des télévisions partenaires et souvent ça s'arrête là. Et après il y a une circulation au niveau des festivals. Mais est-ce que nos étudiants sont toujours présents dans ces festivals-là? Vous avez donc un enseignement magistral. On a remarqué que, au moins dans les médias camerounais, on avait pratiquement l'absence totale des documentaires. Les peu de documentaires qui étaient là étaient des documentaires venant des producteurs étrangers. Grosso modo, on pourrait dire que du côté Afrique du Sud, il y a une production de documentaires, mais très marquée par l'empreinte de la télévision, assez formatée à l'anglo-saxonne. Et les documentaristes se singularisent par un cinéma et un documentaire à caractère social là-bas, ou interventionniste, et qu'ils ont du mal à trouver des financements pour des écritures singulières. Mais il y a quand même en Afrique du Sud un peu d'argent.
Ensuite, sur le Maghreb. Sur le Maghreb, il y a un pays en pointe, indéniablement, c'est le Maroc. Avec la 2RTV, avec le festival d'Agadez, avec les écoles. Là, on peut dire que le documentaire d'auteur, de création, est plutôt dans une période d'ascension et de développement. Sur l'Algérie, c'est compliqué. Le tissu des producteurs indépendants existe peu ou pas. Il y a un vrai déficit alors qu'il y a une volonté politique affichée de soutenir la création. Mais bon, sur la Tunisie, donc le problème de la Tunisie, c'est comment sortir de l'ère Ben Ali et comment sortir de l'islamisme menaçant. Dans un pays donc, qui est en crise économique parce que justement à cause de cet islamisme. Donc là, la Tunisie, il y a une tradition, il y a des cinéastes documentaristes, il y a quelques producteurs. Voilà, Libye, il n'y a rien. Égypte, je ne sais pas. Parlons maintenant de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire de nous. Ici, Sénégal, Mali, la sous-région. On aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, globalement, il y a 15 ans, il y avait extrêmement peu, quelques acteurs singuliers, un par pays, et encore pas toujours. Aujourd'hui, on a un noyau générationnel. On a le début d'un tissu de producteurs, et donc on a une filière qui est en train de naître. Mais il faut lui donner encore 10 ans. Mais ce qui était davantage plus, on peut dire, complexe, comme on dit la mort au quartier, entre guillemets, énervant, c'est parce que ces documentaires véhiculent des savoirs à partir des phénomènes qui se retrouvent derrière nos maisons, dans les plans. C'est-à-dire que c'est des documentaires qu'on a tournés sur des phénomènes qui sont chez nous. Et ça devenait quand même aberrant. Voilà pourquoi on s'est dit, nous allons donc insister sur non seulement permettre aux élèves d'apprendre un métier, mais également insister dans la nécessité de pouvoir les former dans le cinéma documentaire, les films documentaires. Je dirais que l'Afrique est un terrain exotique pour les Occidentaux et pour les télévisions du monde en général. Terrain exotique, ça veut dire qu'est-ce qu'on filme de l'Afrique? Ce qu'il y a, il faut quand même, me semble, différencier deux choses. Quand il s'agit de documentaristes indépendants, libres, créatifs, qui s'intéressent au continent, c'est bien. Quand il s'agit de National Geographic, d'émissions de flux télévisuels qui filment toujours le même singe courant après la même singe, le même lion mangeant la même gazelle, le même éléphant, ça, c'est l'Afrique qui intéresse de manière dominante les télévisions du monde maintenant. Du monde. Donc, il est toujours intéressant d'avoir un regard étranger sur soi. Quand ce regard est subtil, pertinent, pensé. On en a besoin. Nous, on a... Je ne sais pas s'il y a une explication très logique ou très rationnelle au fait que ce soit davantage les Occidentaux qui filment l'Afrique que nous autres Africains. Mais ce que je sais, c'est que nous n'avons pas encore rattrapé les écarts. Parce que, voyez-vous, en termes de professionnels de l'audiovisuel, on parlait du cinéma en particulier, que l'on forme en Afrique, il y a encore un fossé, un grand écart. Deuxièmement, en termes même de visibilité des fabricants d'équipements audiovisuels et d'ergonomes sur le continent africain, il y a encore un fossé à rattraper. Et troisièmement, enfin, la formation telle qu'elle se fait chez nous connaît encore de nombreuses disparités parce que dans certaines régions du continent, elle atteint déjà de très bons sommets, mais dans d'autres comme le Cameroun, si l'on compare à l'Afrique de l'Ouest, il y a encore comme des balbutiements, ce n'est pas encore exactement ça. Il y a plusieurs niveaux d'explication. Le premier niveau, c'est que entre la génération des cinéastes de l'après-indépendance et la génération de l'audiovisuel, il y a un vide. Quelque chose ne s'est pas passé au niveau de la transmission, il n'y a pas eu de mise en place de structures de formation, donc il y a eu un vide.
Donc on peut dire que les années 80-90, à part quelques acteurs singuliers, rien ne s'est passé. Deuxième niveau, la question du tissu industriel. Pour qu'il y ait un tissu industriel, il faut qu'il y ait une économie. Les télévisions africaines n'investissent pas dans des productions de cinéastes indépendants. Donc il n'y a pas d'argent. Sauf si les États se mobilisent et créent des fonds de soutien, ce qui est indispensable. Exemple, l'UEMOA devrait créer un fonds de soutien à l'échelle de la sous-région, en accord avec les États, soutenir les politiques d'État, du genre un État met 1000 francs CFA, l'UEMOA met 2000 francs, ça fait une cagnotte de 3000. L'outil même cinématographique n'a pas été créé ici et depuis le début, l'histoire du cinéma, l'histoire de cet outil-là est liée à la construction, à la fabrication de l'autre homme que nous sommes. Et pas simplement que nous. C'est l'invention des Frères Lumière a très vite servi, très rapidement, à documenter le monde, à aller chercher les images de l'autre et à nourrir toute la curiosité occidentale sur les pays conquis, etc. C'est ce qui... après les indépendances, il n'y a pas eu un développement des cinématographies et de l'outil très rapidement dans nos pays. Donc pendant longtemps, évidemment, notre imaginaire a été nourri par les images des autres. Et ça continue jusqu'à présent. Il faut saluer le nouveau. Et l'un d'eux, croyant que c'est l'initiation qui commence, se précipite sur le nouveau pour le battre, car c'est ainsi que se fait l'initiation. On les sépare, mais le nouveau est très mal en point. La question du regard posé sur l'Afrique par les documentaristes est une question fondamentale parce que si l'on considère déjà les premiers cinéastes occidentaux qui ont travaillé sur l'Afrique, notamment Jean Rouch avec son chef-d'œuvre Les Maîtres Fous, on peut se rendre compte qu'effectivement il y a quelque chose comme une représentation des sujets avec lesquels il a travaillé, qui les a amenés à se dire considérés par la suite comme des insectes. C'est également le point de vue de Sembène Ousmane, ce père du cinéma africain et d'autres cinéastes de la même génération, notamment les Paulin Soumanou Vira et un peu plus tard Samba Félix Ndiaye, qui ont estimé qu'il y avait comme une représentation de l'Africain qu'il assimilait un tout petit peu à une fourmi dans une fourmilière. Vous comprenez tout de suite que lorsqu'on dit les choses ainsi, cela introduit comme une sorte de naïveté dans le rapport que l'Africain aurait avec sa société, avec son environnement. C'est d'une importance capitale que de construire son propre regard, que les caméras soient portées par nos propres regards sur nous-mêmes. Non seulement ça permet de fabriquer de l'imaginaire en posant notre regard sur nos propres réalités, mais de participer aussi à la construction du travail des relations sociales dans nos sociétés. Le cinéma documentaire est foncièrement un cinéma de changement social, un cinéma d'engagement vers ce changement social-là, et c'est tout à fait important que les jeunes puissent s'approprier cette arme-là. La caméra devient un outil, une arme importante. Sans doute, ici, encore plus qu'ailleurs, la fonction mémorielle et la fonction historique, au sens écrire l'histoire des peuples du documentaire, me paraît évidente. Celle aussi qui me paraît évidente, c'est la fonction identitaire. Je filme des réalités avec un point de vue, chez moi en Afrique, et je donne à voir à mes compatriotes une image de leur propre pays, de leur propre société, qui nous aide à savoir qui nous sommes et à penser qui nous sommes et à penser où nous allons,
qui nous sommes, c'est où nous allons et qu'est-ce que nous pouvons faire à partir de ce que nous sommes. C'est-à-dire, c'est prendre conscience à la fois de sa culture, de ses faiblesses, des enjeux sociétals, des enjeux politiques. Et évidemment que le documentaire, parce qu'il peut avoir, dans un paysage relativement désert, encore une fois, d'images de création, il peut avoir un rôle capital sur le terrain politique, il peut avoir une influence énorme. Voyez-vous, lorsqu'on ne se détermine pas soi-même, d'autres nous déterminent. Même si cette détermination n'est pas optimale, elle existe quand même. Ce qui fait que nous avons loisir de constater aujourd'hui que les jeunes Africains sont modélés par le regard des autres. Et il n'y a pas ce jeu que l'on pourrait souhaiter, ce jeu d'effet miroir qui fait que le regard de l'autre me détermine, mais après que je me sois déterminé moi-même déjà. C'est-à-dire que le regard de l'autre est ce qui apporte à mon regard dans la définition de mon être profond. Mais on voit aujourd'hui plutôt que dans la manière dont l'Afrique est représentée dans les médias occidentaux, il s'agit davantage d'un regard français, d'un regard européen en général, d'un regard américain, et ainsi de suite. Nous voulons davantage aujourd'hui qu'il y ait un regard africain sur les Africains. Le documentaire en Afrique a un rôle peut-être encore plus qu'ailleurs. Oui, il est un enjeu de société, oui, il est un enjeu de mémoire, oui, il est un enjeu du temps présent et des années futures. Le cinéma documentaire est davantage didactique que le cinéma de fiction. Cela est plus ou moins acquis. Je veux dire que les deux types de cinéma ont leur importance dans l'environnement camerounais en particulier, africain en général, mais le cinéma documentaire a ceci de particulier qu'il est davantage militant, il est davantage social, il est davantage pertinent dans sa représentation du réel africain que les autres formes de cinéma. Des tas d'ordures, tous les 500 mètres, dans les rues de Yaoundé, capitale du Cameroun. 1 million d'habitants environ. On s'habitue à tout. Le cinéma a toujours été une âme idéologique énorme, un instrument à la fois de propagande et de structuration de la pensée d'une société. Mais le problème en Afrique en général et en Afrique centrale ou au Cameroun en particulier, c'est que on a l'impression que le cinéma, et notamment le film documentaire, est laissé aux mains du premier venu et n'est pas véritablement conçu comme cet instrument capable de stimuler une société, de la tirer vers un avenir vers le haut, vers un projet de société auquel pourrait participer le plus grand nombre. Dans notre environnement, il y a une grande confusion entre le documentaire et le reportage. Faute de voir des documentaires à la télévision, les téléspectateurs confondent le reportage et parfois même le magazine au documentaire. La différence fondamentale qui existe entre ces trois éléments, c'est que le reportage est un programme de flux. Ça veut dire que c'est une actualité, c'est un fait qui est relaté et après la première diffusion, il n'y a plus d'intérêt à le rediffuser. Alors que le documentaire est un programme de stock, c'est-à-dire c'est un programme qui garde sa valeur patrimoniale même après la énième diffusion. C'est donc un film qui a la prétention de présenter la réalité, mais c'est la réalité selon un auteur. Donc on fait beaucoup cet amalgame ici chez nous parce qu'il faut dire qu'il y a très peu de documentaires qui sont produits par des Camerounais et qui sont montrés par des chaînes camerounaises. C'est vite fait, les télévisions africaines n'ont pas ou peu de budget pour coproduire des films, déjà. Ensuite, pour en acheter, déjà, on écarte une grande partie des télévisions, soit parce qu'elles n'ont pas le souci de diffuser des films documentaires, soit parce qu'elles choisissent des films documentaires exotiques ou de découverte ou de flux,
et que les documentaires d'auteurs à caractère socio-politique, anthropologique, musical, etc. ne les intéressent pas. Donc il en reste peu après. Mais en même temps, je connais très peu de télévision africaine qui ait des grilles documentaires. Les vieilles habitudes, ils n'avaient pas l'habitude de diffuser des programmes africains. Il va falloir éduquer les télévisions, comme nous éduquerons le public aussi à découvrir le documentaire. Il faut apprendre à la télévision ce que c'est que le documentaire. Il faut que les œuvres aillent vers la télévision. Il ne faut pas attendre que la télévision vienne vers les auteurs, vers les producteurs. C'est aux producteurs de faire la démarche d'aller vers les télévisions, de pouvoir montrer les œuvres, de les montrer. Mais il n'est pas facile d'installer comme ça, en claquant simplement les doigts, les télévisions africaines dans cette logique de production, d'achat des œuvres. Ça aurait été l'idéal, hein, mais ils n'ont pas cette habitude. Donc... Surtout en point de formation, la télévision camerounaise n'a pas formé de documentaristes. La télévision camerounaise a longtemps formé des journalistes. Et c'est l'une des nettes différences entre le reportage et le documentaire. Le reportage est fait par un journaliste alors que le documentaire est fait par un réalisateur. Ça fait qu'à un moment donné, les réalisateurs de télévision se sont vus contraints de faire des documentaires. Ce qui joue, ils n'ont pas la distance nécessaire pour apprécier certains faits. Et puis la chaîne qui a longtemps émis au Cameroun, c'est une chaîne étatique. Ça fait qu'il y avait un discours qui était, je vais appeler ça le politiquement correct. Il fallait dire des choses qu'on devait entendre. Et cela contribuait beaucoup au malaise que l'on peut constater aujourd'hui à la télévision camerounaise en ce qui concerne la représentation dans les programmes de documentaire. Si l'on tient compte uniquement de la formation telle qu'elle est faite chez nous, eh bien, le film documentaire est à peu près comme le parent pauvre de la formation en matière notamment d'intellect. Comment est-ce qu'on aborde la formation? Comment est-ce qu'on la construit sur le plan de ce qu'on voudrait amener notre jeunesse à devenir dans le domaine du cinéma d'ici quelques années? En matière également de plateau technique, comment est-ce qu'on conçoit les impératifs liés à la profession? Comment est-ce qu'on met à la disposition de ceux qui apprennent le métier les outils dont ils ont besoin pour mieux l'exercer? Donc, je voudrais me résumer en disant que, idéologiquement parlant, le cinéma a joué un rôle important en Russie, la Russie des années 1920 notamment. Idéologiquement également aux États-Unis d'Amérique, avec le tournant des années 1950, le documentaire a eu son rôle à jouer. Malheureusement, nous n'avons pas encore pleinement saisi l'opportunité de capitaliser ce rôle-là. Sur la chaîne de télévision de mon pays, il n'y a pas beaucoup de films documentaires africains qui sont diffusés. Il est vrai qu'il y a une certaine confusion au niveau des différentes chaînes de télévision au sujet du genre documentaire, puisque ce sont plutôt des magazines, de très longs magazines, des documentaires, disons, de type journalistique qui ont la priorité sur ces chaînes-là. Alors, si on doit tenir compte de ce genre d'éléments, il est clair qu'il y en a un certain nombre sur nos chaînes de télévision, mais en matière de documentaires, de films documentaires africains, il n'y en a pas beaucoup qui soient diffusés sur la chaîne de télévision nationale béninoise. Par rapport à mon pays, à la diffusion des films documentaires, je vais dire que dans mon pays, c'est toute une difficulté. Les productions ne sont non plus nombreuses, mais le peu de productions qu'il y a, les télévisions sur le plan national ne le diffusent pas. La chaîne nationale surtout ne le diffuse pas. Même pour qu'on diffuse ton film, il va falloir que tu donnes de l'argent. Tu donnes de l'argent et tu demandes pardon pour qu'on joue ton film. Or, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est la croix et la bannière. Je rappelle que mon avis n'est certainement pas le plus officiel ou le plus légitime en ce qui concerne une formation professionnelle en cinéma documentaire dans mon pays. Mais d'après ma connaissance, il n'y en a pas. Cependant, il y a des écoles de cinéma, il y a des écoles de formation qui proposent des modules qui font revoir ou qui font découvrir au cinéma certaines notions du documentaire, mais beaucoup plus
en ce qui concerne le documentaire journalistique, c'est-à-dire comment filmer des entretiens, comment faire des plans de coupe. Vous connaissez ce genre de documentaire? Formation professionnelle en cinéma documentaire dans mon pays, je dirais non. Mais moi-même, à la base, je suis enseignant en montage et effets spéciaux à École Écran. Au Togo, la branche en spécialisation, nous faisons uniquement la fiction. Donc, dire qu'il y a une école qui forme en documentaire de création, dans mon pays, je dirais non, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. La formation en cinématographie à l'université, elle est ce qu'elle est. Elle est encore très balbutiante pour ce qui est du cinéma documentaire notamment. Pour ce qui est de la fiction, lorsqu'on regarde à la nomenclature des unités d'enseignement, on a une forte dose d'unités d'enseignement relatives à l'écriture du scénario de fiction, relative à la réalisation, les techniques, les astuces de terrain, la post-production. On a un certain nombre d'enseignements liés à l'encadrement de la production, les métiers comme celui du producteur, le directeur de production. Mais il se pose un problème, c'est que du point de vue du film documentaire, alors une seule unité d'enseignement qui n'intervient pas en première année, mais bien en deuxième année, est supposée camper l'étudiant dans les techniques, la conception, l'écriture, le tournage, la post-production relative au film documentaire. C'est bien beau, parce que le cinéma documentaire, comme nous l'avons dit, est davantage porteur d'un regard authentique sur le réel que le cinéma de fiction. Nous ne disons pas que la fiction n'est pas capable de restitution du réel, mais non. Nous disons que, en termes de poids, dont chaque catégorie de film pèse sur une balance comme celle qui est la nôtre, nous parlons en tant que chercheurs et en tant que praticiens du domaine, nous nous rendons compte qu'il est davantage possible de porter un regard novateur, un regard qui présente l'Afrique telle qu'elle voudrait qu'on la voie, avec le cinéma documentaire, davantage qu'avec le cinéma de fiction. Donc, la formation chez nous gagnerait à équilibrer un tout petit peu les choses. Si on ne peut pas, dans la nomenclature actuelle des enseignements, dans le département qui nous concerne, équilibrer, doser de façon égalitaire la fiction et le documentaire, tout au moins, peut-on concevoir un master dédié à la réalisation documentaire. Il s'agit de former les étudiants dans 3 blocs. Un premier bloc théorique sur le cinéma du réel, sur l'organisation de la profession, sur une histoire du cinéma africain, sur un bloc plus technique de prise de son et d'ingénierie de l'image donc et du son avec de grands professionnels du domaine et des pédagogues, et d'autres blocs de fabrication comme le film collectif et le film individuel de fin d'études. 2 exercices phares qui permettent de mettre en pratique évidemment tout ce qu'ils auront appris tout au long de l'année. Donc c'est un circuit permanent d'apprentissage autour d'unités d'enseignement pensées pour cela. Au bout du compte, il y a des films de fin d'études qui, grâce à un partenariat avec le CIRTEF, ont les chances, en tout cas, d'être diffusés sur TV5 et en Afrique, et qui peuvent circuler aussi, et circulent déjà, dans les festivals pour certains, et qui peuvent rivaliser partout dans le monde. Je disais tout à l'heure qu'on est très peu nombreux, donc la demande de formation, elle est encore là. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire le voyage et venir suivre cette formation ici. De toute façon, il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde, d'une part. Si dans les autres pays, il peut y avoir aussi des Master 1, déjà, ce serait une très bonne chose, comme il y en avait eu à Niamey. Ça aurait été très bien s'il y avait 3, 4 Master 1 déjà en documentaire qui permettrait de donner un Master 2 où les gens auraient évidemment déjà au préalable un bagage technique et théorique beaucoup plus intéressant. Parce que souvent, on se plaint quand même du niveau très bas de certains candidats
tout simplement parce que peut-être l'envie est là, mais ils n'ont aucune culture de cinéma, ils n'ont aucune pratique. Oui, ce que je disais, hein, il faudrait qu'il y ait un réseau des universités documentaires africaines, c'est-à-dire il faudrait que dans chaque université de chaque pays, il y ait au moins une section Master 1 qui forme aux fondamentaux de l'audiovisuel de création. Parlons d'audiovisuel de création. Après qu'il y ait des Master 1 fiction, des Master 1 animation, Master 2 fiction, Master 2 animation, Master 2 documentaire, et que les facs se singularisent et les pays de cette manière, pourquoi pas. Mais là, il faut absolument créer 2-3, dans la sous-région, 2-3 Master 1, de manière à donner un minimum de niveau aux gens qui vont faire les images. Absolument, parce que un master, qu'il soit professionnel, hein, qui concerne la production du film documentaire dans ses aspects qualitatifs et plus tard quantitatifs, parce qu'il faut qu'on produise en quantité, ou qu'il soit un master de recherche, a ceci de particulier qui peut permettre de générer un débat, un questionnement, un foisonnement d'idées, et en même temps permettre ce que j'appelle une rencontre entre le monde professionnel et le monde universitaire. Parce que à l'ère du LMD, le système licence, master, doctorat, c'est ce qui est souhaitable. Il est loisible que nous fassions une véritable jonction entre les producteurs, les documentaristes, donc les réalisateurs, et les étudiants que nous tenons, qu'ils soient orientés vers la recherche ou qu'ils soient des gens qui se destinent à la production de films. Un master, c'est exactement ce qu'il nous faut. Tu verras des choses très pittoresques, sans doute. Mais peu à peu, tu te rendras compte que ce pittoresque cache mal une grande misère. On se rend compte que les réalités africaines, je prends un exemple, la scolarisation. Combien de films documentaires sur la scolarisation telle qu'elle est faite chez nous, dans un environnement comme le Grand Nord du pays, dans un environnement comme l'Est du pays, comparativement à d'autres régions, comme le littoral, le centre, l'Ouest. Combien de films documentaires sur ces réalités-là sont proposés avec un réel regard novateur? Pas beaucoup, presque pas. Pourtant, lorsqu'on regarde des chaînes occidentales que je ne nommerai pas, des diffuseurs occidentaux que je ne nommerai pas, vous vous rendez compte que ces cinéastes français, belges, de l'Europe francophone et même d'Allemagne, proposent sur l'Afrique des films qui vont rechercher au fond des choses, avec le point de vue des ressources, des personnes ressources mobilisées au cours de la production, qui vont rechercher le fond des choses. Alors qu'en fait, nous-mêmes avons les capacités en tant que producteurs, en tant que réalisateurs, de faire des films sur ces réalités-là. Donc, il est tout à fait normal qu'un téléspectateur africain, en quête d'une sorte de pertinence, d'une sorte de véracité dans les faits qui lui sont présentés dans le cinéma documentaire, zappe, comme il est de coutume de dire, et ne s'arrête que lorsqu'il sera en face d'un diffuseur occidental qui lui donne à voir un film qui lui semble plus pertinent sur ses réalités à lui. Le cas spécifique du film documentaire pose un problème. Même, nous savons pourquoi même nos intellectuels n'arrivent pas à résoudre cela, parce qu'il y a une première étape. Cette étape peut être appelée didactisation. Il faut d'abord didactiser le cinéma, le documentaire, avant de penser la transmission, avant de penser le contenu. Tant que cette étape n'a pas été franchie, nous aurons toujours des programmes obsolètes, des diplômés qui se retrouvent dans des médias et sont obligés de faire des choses superficielles. Oui. Donc il faut d'abord engager le mécanisme de didactisation qui consiste à faire en première étape l'analyse des besoins. Ça, c'est d'abord la première étape. La deuxième étape, il faut faire la modularité, je pourrais dire, de cette histoire qu'on va appeler documentaire. Et cette étape, ce mécanisme de didactisation va nous permettre de comprendre qu'en réalité, le film même ou bien le cinéma ne peut être considéré comme un savoir
auxiliaire, c'est-à-dire un savoir qui permet aux autres savoirs de pouvoir s'exprimer. Et donc, par essence, l'interdisciplinarité. Donc, si je vais prendre un cas simple, je vais tourner un film animalier. Il me sera très difficile, moi qui ai reçu les connaissances uniquement dans le cinéma, de m'aventurer dans ce domaine. Tout au moins, même au niveau de la sélection des informations, la sélection des sources, la vision même, parce qu'il faut pouvoir capturer les images. Comme c'est un phénomène qui m'est totalement étranger, je ne saurais pas peut-être identifier les grandes variables. Voilà pourquoi le documentaire impose une formation interdisciplinaire des apprenants. Lorsqu'on parle d'interdisciplinarité, il s'agit du transfert des méthodes d'une discipline à une autre. Dans le cadre du film documentaire, il s'agit du transfert des méthodes de réalisation des documentaires vers, par exemple, la biologie, pour pouvoir résoudre non pas les problèmes du documentaire, mais les problèmes de la biologie. Le cinéma a commencé par la forme documentaire parce que les premiers documentaires avaient pour but de présenter la vie réelle d'une société. Aujourd'hui, le Cameroun, je peux dire que la télévision camerounaise ne présente pas la réalité de la société. Le documentaire est absent de nos grilles de programme. Cela a un grand impact sur la jeune génération qui ne connaît pas les grands noms, les figures qui ont fondé l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, dans les cours d'histoire, vous demandez à un enfant qui est Charles Tangana, qui est Douala Mangabel, qui est Martin Paul Samba, qui est le Roi Njoya. C'est difficile que l'un de vous donne un avis sur ces personnes-là. Le documentaire, justement, contribue à cette pédagogie, à cette didactique par l'image. Donc, l'avènement d'une société camerounaise, le documentaire aura ses lettres de noblesse et à souhaiter, parce qu'il faut dire que l'éducation par l'image est une éducation qui est plus forte que celle par les écrits. L'enfant retient plus ce qu'il a vu que ce qu'il a lu. Et puis la société camerounaise n'est pas totalement, est à grande partie analphabète. Donc il faut tenir compte de cette oralité-là qui est à la base même de la société africaine. Le documentaire, parce qu'il est vu et lu, il est vu et entendu, nous permet de toucher toutes les couches de la population. Donc une éducation par le film, par le documentaire, est une éducation qui va rencontrer le besoin qu'il y a en termes d'enseignement, en termes de didactique de la population. L'opportunité de la démultiplication des diffuseurs avec l'avènement du tout numérique, de la télévision numérique terrestre, en ceci que si l'on considère uniquement le diffuseur étatique, le diffuseur nationalement le plus connu, au moins 8 possibilités s'offriront désormais aux producteurs et notamment à ceux qui font dans le film documentaire, en ceci que il y a désormais une thématisation des chaînes. Et qui dit thématisation des chaînes suppose également que de la huitaine prévisionnelle, des 8 chaînes prévisionnelles, qu'on ait au moins 2 pour choix, notamment la chaîne jeunesse, notamment celle dédiée au social, qui s'occuperont abondamment du film documentaire, parce que si ces télévisions ne le font pas, elles auront manqué le coche. Le coche, c'est celui qu'on a déjà fixé au tout départ, qui est que le film documentaire est la plateforme la plus à même de permettre un débat d'idées, de permettre un certain nombre de questionnements et de représenter le réel tel qu'il est et tel qu'on pourrait également suggérer qu'il soit à l'avenir. Donc, les télévisions qui n'ont pas encore dans leur grille de programme ou dans leur découpage de temps d'antenne un espace dédié au cinéma documentaire commettent une erreur monumentale dans notre environnement, parce que je crois que la télévision est au cœur de la nouvelle économie du cinéma documentaire chez nous. Et que vos films aillent dans les écoles, et que vos films aillent dans les lycées, dans les universités. Parce que c'est là que se situe le futur public. Donc c'est par la formation générale, par l'enseignement général, en introduisant des documentaires,
que vous créerez une appétence, que vous créerez une culture. C'est la culture qui détermine tout. Et ça passe par l'éducation, à l'image. Donc l'éducation, l'éducation, l'éducation à l'image, absolument. Montrer des images. Et vous, les professionnels, voir des films, discuter, être en permanence là-dedans. Comment on peut augmenter la quantité de documentaires dans l'univers médiatique camerounais? C'était le premier aspect. Le deuxième aspect, la qualité de ces documentaires. Ces deux questions nous ont permis d'identifier ou bien de mettre au centre donc, la formation. La formation, on s'est donc rendu compte que la résolution ou bien le problème des documentaires au Cameroun ne peut passer que par la formation des ressources humaines. Et cette formation devrait prendre en compte fondamentalement l'interdisciplinarité. Si j'ai pu me résumer, 3 choses au moins, disons, sont obligatoires, sont impératives dans l'environnement camerounais pour que s'installe une véritable tradition cinématographique en général et documentaire en particulier. Premièrement, il faut revoir la politique de formation, la politique éducative. Voyez-vous, la formation telle qu'elle est faite chez nous n'est pas encore apte à permettre cette passerelle dont je parlais entre les anciens documentaristes et ceux qui sont encore à l'école. Deuxièmement, ceux qui sont à l'école n'ont pas suffisamment de connaissances esthétiques, de connaissances économiques de la machine du cinéma documentaire et n'ont que quelques bribes de compétences pratiques, de compétences techniques leur permettant de faire des films, mais très souvent, les traitements que l'on voit opérer dans ces films, les démarches sont un tout petit peu superficielles et il faut revitaliser l'ensemble. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième chose, il s'agit de l'éducation cinématographique. L'éducation cinématographique commence à la base. Il s'agit d'apporter une sorte d'éducation à l'image en général et à l'image mouvante, notamment au cinéma documentaire en particulier, dès la maternelle, le primaire, afin que cette éducation puisse féconder ceux du secondaire et que parvenu au supérieur, on ait une réelle démarcation optimale entre ceux qui seront demain dans d'autres professions sociales, la médecine, l'aéronautique, et qui seront donc des consommateurs avertis des images, et ceux qui veulent par la formation aboutir à des métiers ou des professions du domaine du cinéma, qui seront par exemple critiques de cinéma, qui seront producteurs, qui seront exploitants, qui seront techniciens du domaine ou encore artistes du domaine. Il y aura donc cette démarcation qui sera faite de façon optimale entre les consommateurs avertis de demain et les praticiens avertis de demain. Maintenant, au troisième niveau, il s'agit que l'État s'implique de deux manières. La première, c'est de permettre que les cinéastes, les documentaristes soient libres sans libertinage, libres de se saisir de toute réalité sociale de leur choix et d'en faire un film documentaire à même de représenter le regard du citoyen, parce que le cinéaste est tout d'abord un citoyen, des citoyens qui sont sur les réalités sociales qui sont les nôtres. Et ensuite, la deuxième manière pour l'État de s'impliquer, c'est d'offrir davantage de facilités, notamment en termes d'incitation du secteur privé à investir dans le domaine de la production, et donc de la production de films documentaires, et enfin d'apporter une subvention bien dirigée, bien orientée à ce segment de la machine cinématographique chez nous. Donc voilà en quelque sorte les 3 axes que pourrait explorer l'État en matière de revitalisation de l'économie du cinéma documentaire: la formation, l'éducation cinématographique et une politique de subvention bien raisonnée. Wasela milimo totangala ulalondo tenge Mujamnyamba menefon pende abumba ninkweda nyendi Bibu wana kusino anongi dungu tenjita Ndi owala ba musima mongo mudangwa newai
musima mongo mudangwane wai uniponda ditano dida mapoko ndijabe monyambang ositato suna musango deponda bapimbi nomba musa mundi okumunde